Doha ce matin pour la capitale éthiopienne à Addis Abeba. Il va prendre part au 21e sommet de l'Union africaine. Le président Macky Sall, le président du NEPAD, va faire le point sur les réalisations des projets prioritaires que s'est fixé l'institution. Envoyés spéciaux Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousseynou Ndoye et Khadi Kane. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Le président Macky Sall vient prendre part au 21e sommet de l'Union africaine, un sommet qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine OUA, qui a pour thème panafricanisme et renaissance africaine. Le 10e anniversaire de l'Union africaine sera aussi célébré pour l'occasion. En tant que président du NEPAD, le président de la République fera le point sur la réalisation des grands projets d'infrastructure et d'interconnexion. Ce sera au cours de la 29e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Il sera aussi question d'informer sur les engagements de l'Afrique en termes de partenariat et la préparation de l'Afrique pour les sommets du G8 et du G20 au cours de cette année. Le chef de l'État, au cours de son séjour à Addis Abeba, va accorder des audiences aux autorités. Il va également rencontrer la communauté sénégalaise vivant en Éthiopie. La célébration du cinquantenaire de l'organisation de l'unité africaine, Union africaine, le groupe des ambassadeurs africains accrédités à Dakar a organisé une conférence qui a réuni des intellectuels et des fonctionnaires internationaux. Tout ce beau monde a discuté de stratégies de renforcement du sentiment d'appartenance à une Afrique unie. Un panel de haut niveau sur le thème panafricanisme et renaissance africaine. Amadou Ahamtiam. 25 mai 1963, date de création de l'Organisation de l'Unité africaine, Kwame Nkrumah, lançant son cri du cœur, interpellait ses pairs africains sur la nécessité de l'Union africaine. 50 ans après ce fameux discours, le continent, s'il n'est pas à la case départ, cherche toujours à réaliser cet objectif. Le problème, c'est à quel rythme on doit avancer pour réaliser les objectifs de l'unité de l'Afrique. Moi, je propose, comme nos grands leaders l'avaient déjà fait, qu'on puisse ou aller à l'État fédéral, continental. Si l'Afrique, 54 pays ou 53, parlent d'une seule voix, nous pesons de tout notre poids et les gens nous écoutent. Même si l'OUA au plan politique a parachevé la libération du continent, la recherche de l'unité politique et l'intégration des économies restent un défi majeur pour l'Afrique. Le Sénégal, qui réaffirme son attachement à l'Union, oriente sa diplomatie vers la consolidation de l'unité et de la paix dans le continent. L'engagement de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'unité et la paix, a conduit notre diplomatie à faire de l'Afrique sa priorité et de l'Union africaine sa finalité, son objectif principal. Au moment où l'Inde, avec ses 1600 langues, 6400 castes, 8 grandes religions parvient à assurer l'unité politique de sa fédération et où des unions comme l'Europe, les États-Unis, l'ALENA existent, les petits États africains auront du mal à peser sur l'économie mondiale. Un pari qui nécessite des transformations socio-économiques. Mais par quels moyens? L'intégration régionale, c'est une condition indispensable. Deuxième condition, l'industrialisation de l'Afrique. Troisième condition, le développement des infrastructures. Quatrième condition, le renforcement de la gouvernance et du leadership. Cinquième condition, le développement du secteur privé. Prévention, paix et sécurité, transformation socio-économique en Afrique ont fait l'objet de communication durant ce panel, suivi de discussions. On va reparler du séjour du chef d'État au Qatar. Le président de la République a reçu les ministres qataris de l'énergie et de l'industrie, de la culture et du patrimoine, ainsi que celui du travail et des affaires sociales. Le Qatar et le Sénégal vont bientôt signer une convention d'accord dans le domaine de l'emploi. Le Sénégal pourra également disposer du gaz naturel et de l'électricité du Qatar pour régler ses problèmes d'énergie. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousseynou Ndoye et Khadi Kane. Les Sénégalais qui le désirent pourront aller travailler au Qatar. Les deux pays vont très bientôt signer un accord dans ce sens. Le Qatar est un petit pays riche qui a besoin d'une main-d'œuvre très importante. Le chef de l'État en visite officielle à Doha a reçu en audience le ministre des Affaires sociales et du Travail, Nasser Abdallah Salah El Hamidi.
أنا أشكر فخامة الرئيس تعني هذه الفرصة نتقابل معه. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République de m'avoir permis ou de m'avoir donné accord de cette audience. وتحدثنا فيما يتعلق بالعمالة وانتقال العمالة إلى قطر والاتفاقية إن شاء الله. Surtout concernant les travailleurs sénégalais qui vont venir travailler ici au Qatar. على أن يتم توقيع الاتفاقية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. Nous allons tout de suite finir. Par exemple, les accords sont déjà finis. Il ne reste que signer ces accords-là et envoyer ces travailleurs venir travailler ici au Qatar. وعلى أنواع التخصصات الموجودة في بلدنا الثاني السنغال وانتقالهم إلى العمالة في قطاع الخاص هنا. Concernant les secteurs, par exemple, de travail que la jeunesse sénégalaise a besoin, et on a discuté aussi, il y a plusieurs secteurs ici, surtout ce qui concerne le secteur privé. Donc il y a beaucoup d'opportunités de travail et ils vont venir et travailler ici, Inch'Allah. Concernant la santé aussi, j'ai discuté avec M. le Président de la République. Nous sommes d'accord sur ce point aussi, pour envoyer des médecins et sages-femmes. Autre ministre qatari reçu par le président Macky Sall, celui de l'énergie et de l'industrie. Le Qatar va amener du gaz naturel et produire de l'électricité au Sénégal. Une délégation qatari est attendue à Dakar pour étudier les possibilités. Le but de ma visite, c'était pour réviser la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Qatar et aussi pour comment faire pour amener le gaz au Sénégal, gaz naturel, et aussi pour produire aussi l'électricité. Et nous allons très bientôt commencer les négociations et nous allons aussi recevoir des techniciens, Inch'Allah, que le gouvernement sénégalais va envoyer au Qatar pour entamer les négociations et nous espérons qu'Inch'Allah, nous allons trouver des solutions adéquates à tous ces problèmes-là. Le domaine culturel dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Qatar et le Sénégal sera redynamisé. Qatar est désormais un membre associé de la francophonie. Le ministre Dr Ahmed Ben Abdelaziz Al-Warkari dira que son pays va appuyer le Sénégal dans l'organisation du sommet de la francophonie prévu en novembre 2014 à Dakar. Nous sommes des pays frères et je suis très ravi et honoré de voir le président aujourd'hui. On a discuté surtout les relations culturelles entre pays, qu'elles sont très, très fortes, mais on va faire le maximum qu'elles soient dans le meilleur cas. Je remercie Monsieur le Président pour les supports et l'appui qu'on a vu à Kinshasa pour Qatar, qu'il soit membre associé dans la francophonie. Et aussi, on a discuté les conférences de francophonie qu'elle sera à Dakar. Et aussi la visite que je vais faire pour discuter tous les détails de l'affaire culturelle entre les deux pays à Dakar après l'été. C'était une rencontre très très riche et ça va nous aider de faire les relations culturelles entre les pays au niveau que nous espérons. En somme, la visite officielle du président Macky Sall au Qatar a permis aux deux pays de relancer leur coopération dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine économique, les deux pays donc veulent coopérer. Cette question était au centre de cette visite et le président Macky Sall a appelé les hommes d'affaires qataris à venir investir au Sénégal. Le chef de l'État qui a vendu la destination Sénégal en insistant sur les projets que notre pays veut réaliser avec ses investisseurs. Nos envois spéciaux toujours, Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousseynou Ndoye et Khadi Kane. Des membres du secteur privé sénégalais ont accompagné le président Macky Sall lors de sa visite au Qatar. Les hommes d'affaires sénégalais veulent travailler avec ceux du Qatar pour conquérir le marché africain. Le secteur privé qatari a des ambitions que voudrait partager le secteur privé sénégalais, dira Mansour Kama, président du CNES. La délégation du secteur privé qui est venue avec Monsieur le Président de la République représente tout le secteur privé sénégalais. Nous sommes conscients que le secteur privé du Qatar a des ambitions que nous voudrions partager en ce qui concerne le développement du business en Afrique. Comme vous l'avez vu, Dakar et le Sénégal constituent une porte d'entrée formidable pour le marché africain, mais aussi pour le marché des autres régions du monde. Et nous voulons faire de Dakar
et du Sénégal une plateforme pour l'industrie et pour l'exportation. Les hommes d'affaires qataris sont intéressés par le marché sénégalais. Le chef de l'État les a rencontrés pour lancer la coopération économique entre les deux pays. Le président Macky Sall va demander aux chefs d'entreprise qataris à venir investir au Sénégal, un pays qui a une situation géographique favorable et où la situation politique est stable. Le président de la République a mis en exergue les performances économiques avec le taux de croissance de 4%. Les projets sur lesquels le Sénégal aimerait travailler avec les hommes d'affaires qataris ont été listés par le président de la République. Nous avons un projet d'aménagement de zone économique. Le plus important reste ce qu'on appelle le Cyber City, mais c'est une ville nouvelle que nous voulons aménager autour d'une zone touristique importante près de Dakar, autour du lac Rose. Le lac Rose qu'on appelle le Pink Lake est une grande attraction touristique. C'est lui qui a toujours reçu le fameux rallye Paris-Dakar. Il prenait fin à cet endroit. Entre la mer et les dunes, nous avons un environnement, un espace qui peut être valorisé, qui est à moins de 40 km de Dakar, avec des voies d'accès déjà réalisées. Dans le domaine touristique, toujours, nous avons bien sûr la construction d'hôtels pour le tourisme balnéaire et le tourisme d'affaires. Je suis en train de monter la construction d'un centre de conférence qui pourrait aider, en tout cas, à accueillir des événements de cette nature. Des infrastructures également, un grand besoin pour l'habitat. L'habitat à la fois de standing, l'habitat social étant aujourd'hui quelque chose d'engagé par le gouvernement lui-même. Nous avons également de grands besoins en matière d'infrastructures routières et ferroviaires. Dans le domaine de l'agriculture, nous nous sommes engagés très fortement pour la production agricole et la sécurité alimentaire, mais nous voulons aussi avoir une agriculture d'exportation. Un appel a été lancé aux investisseurs qataris à accompagner le Sénégal lors du passage de l'analogie au numérique des télévisions. Nous allons passer aussi vers la télévision numérique, de l'analogie au numérique. Nous n'avons plus que 2 ans pour faire ce passage. Évidemment, il va falloir accompagner le passage. Nous avons la RTS qui est la chaîne nationale. Nous avons d'autres chaînes privées. Il faudrait que toutes ces télévisions puissent aussi basculer dans le numérique dans les meilleures conditions d'accompagnement et surtout de transparence. Concernant le marché de la téléphonie mobile, le chef de l'État dira qu'il y a de la place pour un 4e opérateur. Et pour terminer, le président Macky Sall a expliqué la politique fiscale et les mesures incitatives initiées par le Sénégal pour donner confiance aux investisseurs privés étrangers. Voilà pour la visite du chef de l'État au Qatar. Ici au Sénégal, la Tivaouane la Sainte aura de nouvelles infrastructures dans plusieurs domaines. Ces travaux seront le fruit du nouveau programme de modernisation de la ville, un programme voulu et appuyé par le chef de l'État. Ce matin, le Premier ministre Abdoul Mbaye a présidé une réunion interministérielle pour entendre les propositions des différentes parties. Éric Nimadi. Pour cette seconde réunion consacrée à la validation du programme de modernisation de la ville sainte de Tivaouane, 5 actions prioritaires ont été retenues. D'abord, d'importants travaux de construction d'infrastructures sociales, sportives et administratives verront le jour dans un bref délai. On a alloué 60 millions au stade municipal de Tivaouane pour disposer d'un éclairage, parce que le stade, c'est un stade départemental. Autre point sur lequel le ministre a beaucoup insisté, c'est sur le relèvement du plateau technique. Le comité technique avait proposé la réhabilitation de l'hôtel de ville, qui avait connu des difficultés pendant les 2 tours des élections. Donc aujourd'hui, nous n'allons plus vers une réhabilitation, mais une nouvelle construction d'un nouvel hôtel de ville. Séance tenante, le Premier ministre a dégagé 150 millions pour la réhabilitation, n'est-ce pas, de cette préfecture, indépendamment du projet que gère le ministère de l'Intérieur pour la réhabilitation des infrastructures administratives. Autre grande priorité du gouvernement dans ce programme, la réalisation de nombreuses infrastructures routières.
Tout récemment, Tivaouane a été élargi de 7000 km et 33 nouveaux villages ont été rattachés à la ville sainte. Il faudra donc relier toutes ces localités à la route nationale, d'où l'importance d'un plan directeur d'urbanisme pour la capitale de la Tidjania. Monsieur le Premier ministre, après avoir donc pris connaissance de nos propositions, a réalisé des arbitrages qui consistent pour l'essentiel à d'abord mettre en œuvre ce plan, faire l'étude pour ce plan directeur d'urbanisme, créer des zones d'aménagement dans l'attente pour pouvoir caser la demande incessante et urgente de logement dans la ville, mettre en place certaines actions sociales fortes telles que le relèvement du plateau de l'hôpital de Tivaouane ainsi que de l'assainissement, d'extension du réseau électrique, sachant que l'extension du réseau d'eau aussi est prise en compte régulièrement par la SONES. Pour la réalisation de tous ces travaux, une enveloppe de plus de 13 milliards est prévue. Grâce à l'arbitrage budgétaire du Premier ministre, un peu plus de 5 milliards vont être dégagés pour la mise en œuvre rapide de ces actions prioritaires. Le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental a été adopté à la majorité. C'était cet après-midi que le Conseil s'est réuni à l'occasion de la deuxième séance plénière, une séance présidée par Mme Aminata Tall, présidente du 16. Le règlement intérieur doit faire l'objet d'un décret pour son adoption définitive. Au lendemain de la décision du ministre du Commerce concernant la baisse du prix des denrées de première nécessité, la rédaction s'est rendue au marché donc pour constater cela, une façon de voir si la décision est respectée par les commerçants. Aïda Mamadou Diop. Nous sommes aux abords du marché Tilène. À l'entrée de certains magasins, les agents du ministère du Commerce ont déjà affiché les nouveaux prix. La décision du ministre concernant la baisse du prix des denrées de première nécessité est bien accueillie par les commerçants sur place. On a baissé le prix et c'est une bonne chose. On vend le prix à 260 francs, l'huile à 290 francs. Même ce matin, j'ai vendu le sucre au même prix. Pour certains, cela ne les arrange pas, mais moi, je n'ai aucun problème avec la baisse. Ce matin, des agents sont passés et ont affiché les nouveaux prix. Nous ne faisons que saluer cela. D'ailleurs, moi je vends moins cher que ces prix affichés. Les ménagères, elles, sont sceptiques pour celles rencontrées sur les lieux. Rien n'a changé. Non, je n'ai pas constaté parce que j'avais vu que j'avais acheté l'autre fois l'huile à 1500 francs et aujourd'hui on me le revend au même prix. Jusqu'à présent, j'achète au même prix. Les 5 litres d'huile m'ont coûté 5700 francs. Vraiment, le gouvernement doit faire en sorte que cette décision puisse être effective. Pour certains commerçants, le numéro vert qui permet de dénoncer ceux qui ne respectent pas la décision pose problème. Celui-ci peut être utilisé pour des dénonciations calomnieuses. Je ne suis pas d'accord avec. J'aurais préféré que le gouvernement prenne des agents de contrôle pour voir si oui ou non les marchands respectent les prix. Quelqu'un de mal intentionné peut dénoncer un marchand qui n'est pas fautif. À Tilène, pour le moment, seuls certains marchands ont respecté la baisse des prix. Pour que la décision soit effective, les marchands demandent aux autorités concernées de leur laisser du temps afin qu'ils puissent écouler les produits déjà en stock. Ouf de soulagement pour les producteurs de coton, l'État va prendre en charge la dette d'1,8 milliard de francs qui planait sur la tête des producteurs. Et c'est le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Baldé, qui l'a annoncé lors du forum de mobilisation et de lancement de la campagne 2013 et 2014 dans la région de Kolda. Nous retrouvons Abdoulaye Sinkare. C'est la Sodagri au cœur de l'Anambé qui a été choisi pour abriter la rencontre. Les producteurs présents à ce forum sont venus de tous les bassins cotonniers. Cette année, 30 000 hectares ont été emblavés pour plus de 33 000 tonnes de coton. 5 milliards de francs CFA ont ainsi été engrangés. Nous allons élaborer un plan stratégique, travailler sur une vision Sodefitex 2020. Et cette vision-là permettra d'avoir des orientations claires
que nous traduirons à travers un contrat de performance que nous allons proposer à l'État du Sénégal. Un contrat de performance Sodefitex, État du Sénégal, Fédération nationale des producteurs de coton, qui tracera les sillons d'une relance ample et durable de la filière cotonnière pour aller vers le cap des 65 000 tonnes. La promotion de la filière coton passe forcément par la facilitation de l'accès au crédit et la sécurisation du revenu des producteurs. L'État est favorable et vient de poser un grand pas. Il va supporter la dette de 2,8 milliards de francs CFA qui planait sur la tête des producteurs. La Sodefitex a un bon système d'encadrement et d'accompagnement. Ils encadrent les paysans sur toute la chaîne de production. D'abord, ils négocient les intrants. Ensuite, ils se fixent des objectifs de production et après, ils assurent une bonne commercialisation. Je pense que c'est le lieu de saluer la performance de la Sodefitex. Ce forum était aussi l'occasion de primer les cotonculteurs qui se sont le plus distingués. Le plus gros producteur, la meilleure productrice et le meilleur producteur jeune ont ainsi été récompensés. En prélude au processus d'élaboration du code pastoral, le réseau Bilital Marobé était en atelier. Les participants ont saisi l'occasion pour rédiger une note d'alerte pour une participation inclusive des éleveurs et pasteurs à l'élaboration du code. Ils ont aussi passé au crible les problèmes qui plombent le développement de leur secteur. Mansour Sow. À l'image de l'agriculture, de la pêche, le secteur de l'élevage occupe une place essentielle dans l'économie du pays. Selon les acteurs, cette importance qu'il joue dans l'économie nationale et les économies familiales contraste bien avec la faiblesse des moyens qui lui sont attribués. Fort de ce constat, l'État du Sénégal compte mettre en œuvre le code pastoral. Beaucoup de régimes sont passés. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous a proposé ce code, cette loi. Et voilà que Macky Sall, avec son gouvernement, accepte de nous accorder une loi pastorale. Cette loi pastorale, dans les termes de référence qui ont été élaborés et qui ont fait l'objet de validation, le délai qui a été accordé au cabinet devant prendre en charge l'élaboration de ce code est imparti à 5 mois. En tant que député, en tant que parlementaire, j'ai décidé, au lieu d'attendre la loi au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de suivre les éleveurs à chaque fois qu'ils se déplacent, à chaque fois qu'ils discutent, à chaque fois qu'ils font leur plaidoyer. Une initiative hautement saluée par les éleveurs et pasteurs. Cependant, ils souhaitent la révision du délai qui lui est imparti. Nous voulons, c'est d'abord que la date soit rallongée d'à peu près 12 mois, ce qui nous permettra de faire le plan d'action que nous avons élaboré pour faire un travail. Cet atelier est fait suite à la journée de validation du 12 mars 2013 organisée par le ministère de l'Élevage. Ce code devrait permettre à l'État du Sénégal de disposer d'un cadre juridique réactualisé et approprié. Pour la libération des 12 démineurs enlevés il y a une quinzaine de jours, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a sillonné les artères de Ziguinchor. L'occasion pour les membres de la structure de remettre des mémorandums aux gouverneurs et aux représentants du MFDC. La plateforme exige la libération des démineurs et la poursuite du déminage en Casamance. Massayer Thiaw et Bachirba. Charles Colly, Émile Julien Sambou, Fatou Diaw et Oumar Diédhiou, entre autres, et quelques noms parmi les 12 démineurs enlevés par des éléments du MFDC le 5 mai dernier dans le village de Kailou. Aujourd'hui, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a marché. Elle exige la libération de ces hommes et femmes qui étaient au service du peuple et de la nation. Les populations de la Casamance